As-tu déjà entendu parler du peuple manqué? Tout se passe dans un petit village très lointain en Afrique. Vous pouvez ne pas le croire, mais l'histoire qui va suivre est inspirée d'une histoire vraie. Dans ce petit village, les habitants ignorent qu'ils cohabitent avec un groupe d'individus que l'on nommait autrefois les Manques, les hommes de nuit, et tout commence par une amitié profonde de deux jeunes jolies filles du village. Il s'agit de Mouna et Aminata. Mouna est la fille unique de Babou, un vieil homme, père de la famille la plus pauvre du village. Il n'avait pas de travail fixe et faisait ce qu'il pouvait pour nourrir sa modeste famille. Aminata, quant à elle, est la cadette d'une famille aisée, la famille Diop, d'où son nom Aminata Diop. Mouna et Aminata sont plus que de simples amies. Elles sont comme des sœurs. Elles passent leur journée à explorer le village et ses environs, à jouer à des jeux traditionnels et à rire de leurs propres blagues. Leur amitié est si forte qu'elle semble presque identique. Leurs sourires sont les mêmes, leur joie de vivre est la même, et même leurs rêves sont les mêmes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles se ressemblaient trop qu'on pouvait les confondre. On dirait de vraies sœurs de sang. Moussa, un jeune homme du village, avait toujours été fasciné par Mouna. Il avait une curiosité insatiable pour tout ce qui était étrange et inhabituel. Il avait souvent raconté à ses amis et aux villageois des histoires sur Mouna qu'il trouvait bizarres. Il affirmait l'avoir vue à plusieurs reprises faire des choses surnaturelles. Il observait souvent en cachette les deux jeunes filles, Aminata et Mouna, fascinées par leur comportement. Un jour, Moussa fit une révélation choquante aux villageois. Il se tenait au milieu de la place du village, son visage pâle et ses yeux écarquillés par la peur. « Oh vous tous, je vous l'avais dit !» s'exclama-t-il. « Je vous avais dit que la famille de Mouna n'est pas comme nous. Ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Hier soir, continua Moussa, j'ai vu de mes propres yeux Mouna manger une jambe d'une personne, je vous dis. » Après avoir écouté Moussa, les villageois étaient divisés. Certains l'insultaient et le traitaient d'impoli, refusant de croire à ces histoires effrayantes. D'autres, cependant, étaient plus méfiants. Ils se rappelaient les histoires que Moussa avait racontées auparavant et commençaient à se demander s'il y avait une part de vérité dans ses paroles. Aminata, l'amie de Mouna, fut la première à réagir. Elle ne pouvait pas accepter qu'on traite son amie de sorcière ou de cannibale. Elle se précipita vers Moussa, la colère brillant dans ses yeux. « Comment oses-tu » cria-t-elle, avant de se jeter sur lui. Ils se battirent devant tout le monde, Aminata défendant farouchement l'honneur de son ami. La nouvelle de la révélation de Moussa se répandit rapidement dans tout le village, semant la peur et la méfiance parmi les villageois. Certains commençaient à éviter Mouna, tandis que d'autres la regardaient avec curiosité et crainte. La vie tranquille du village était perturbée et tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Des semaines avant la déclaration du jeune Moussa, les villages environnants se plaignaient de la disparition de leurs proches, ce qui, pour certains, est très suspect. Le début d'un chaos s'installe dans le village. Mais ce qui était bizarre, c'est que Mouna et sa famille ne semblaient pas être affectés par les stigmatisations et les regards des villageois. Ils faisaient comme s'ils avaient l'habitude de ce genre de situation. Un jour, sous le ciel bleu-azur de l'Afrique, Aminata et Mouna, deux amis inséparables, se promenaient tranquillement près de la forêt tropicale. Leurs rires et leurs discussions animées résonnaient dans l'air, se mêlant au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. Elles parlaient de tout et de rien, partageant des souvenirs, des rêves et des espoirs. Soudain, au détour d'un sentier, elles aperçurent une créature d'une beauté éblouissante. C'était un cheval blanc, mais pas un cheval ordinaire. Il avait de longs cheveux blancs qui tombaient jusqu'au sol, créant une traînée argentée derrière lui. Il avait 6 pattes robustes et son tronc était si long qu'il semblait s'étirer à l'infini. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une lumière mystérieuse. Aminata, surprise et effrayée, faillit pousser un cri. Mais Mouna, avec une rapidité surprenante, lui couvrit la bouche et la fit taire. « Tais-toi, Aminata !» chuchota-t-elle avec une intensité qui fit frissonner Aminata. « C'est l'un des nôtres et il ne doit pas t'entendre. » Aminata, bien que confuse, obéit à son amie et resta silencieuse jusqu'à ce que le cheval passe. Lorsque le cheval fut hors de vue, Aminata se tourna vers Mouna, les yeux remplis de questions. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Mouna la coupa. « Écoute, Aminata, ne fais pas attention, c'est mieux pour toi. »
dit-elle avec une gravité qui laissa Aminata sans voix. Aminata était troublée par la scène qu'elle venait de vivre. Elle ne comprenait pas pourquoi Mouna avait réagi de cette façon, ni ce qu'elle voulait dire par « c'est l'un des nôtres ». Mais malgré le doute qui tournait dans sa tête, elle décida de faire confiance à son amie. Après tout, elles avaient partagé tant de choses, tant de secrets. Peut-être que ce n'était qu'un autre secret que Mouna n'était pas encore prête à partager. Et Aminata, en bonne amie, respectait cela. Elle garderait le silence, garderait le secret, jusqu'à ce que Mouna soit prête à le révéler. Et peut-être qu'un jour, elle comprendrait ce qui s'était passé ce jour-là. Quelques semaines plus tard, Moussa, le jeune Moussa, avait disparu sans laisser de traces. Ses parents l'avaient cherché partout, fouillant chaque recoin du village et des environs, mais en vain. Moussa avait disparu comme s'il s'était évaporé dans l'air. Sa mère, dévastée par la perte de son fils, avait commencé à soupçonner Mouna, car Moussa était la première personne qui avait traité Mouna de cannibale. Mais Aminata, la seule amie de Mouna, avait toujours pris sa défense. « Non, non !» avait-elle crié avec colère lorsqu'elle avait entendu les accusations. « Laissez mon amie tranquille, elle n'a rien à voir avec cela. La disparition de Moussa peut avoir bien d'autres explications que cela. Alors laissez Mouna tranquille. » Les villageois avaient finalement abandonné l'affaire, sous les ordres du chef du village. Mais la disparition de Moussa n'avait fait qu'augmenter les soupçons sur Mouna et sa famille. Les choses étranges qui se passaient dans le village n'aidaient pas à apaiser ces soupçons. Des personnes disparaissaient de plus en plus. Des animaux domestiques étaient tués ou gravement blessés pendant la nuit. Et des cris démoniaques non identifiés s'intensifient au milieu de chaque nuit. La peur s'était installée dans le village, transformant la vie paisible en un cauchemar éveillé. Les villageois vivaient dans la crainte constante de ce qui pourrait arriver ensuite. Ils se demandaient si Mouna était vraiment responsable de tout cela, ou si quelque chose de plus sinistre se cachait dans l'ombre. Le mystère de la disparition de Moussa et les événements étranges qui secouèrent le village restaient sans réponse. Un jour, au milieu du crépuscule, un étranger arriva au village. Les villageois ne le connaissaient pas. Alors l'étranger parla au chef du village. « Je m'appelle Baba Yaya, dit-il. Je suis un marabout venu de très loin et je dois me rendre dans le village Chico. Permettez-moi de passer la nuit chez vous. Demain dès l'aube, je partirai. » Le chef du village, un homme sage et respecté, avait toujours été connu pour sa générosité et son hospitalité. Il accueillit Baba Yaya avec un sourire chaleureux et lui montra une petite hutte où il pourrait passer la nuit. Pendant ce temps, les villageois regardaient avec curiosité et méfiance le nouvel arrivant. Les enfants se cachaient derrière leur mère, jetant des regards furtifs à l'étranger. Baba Yaya, quant à lui, semblait être un homme de grande stature, avec une barbe grise et des yeux pénétrants. Il portait un grand bâton et un sac de toile contenant ses possessions. Il avait un air mystérieux et imposant qui inspirait à la fois le respect et la crainte. Lorsque Baba Yaya posa son regard sur Mouna et Aminata, une lueur étrange traversa ses yeux. Mouna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mouna avait l'air très terrifié en voyant le marabout. Le chef du village, remarquant l'interaction, demanda à Baba Yaya s'il y avait un problème. Baba Yaya, après un moment de silence, secoua la tête et murmura que tout allait bien. Cependant, Mouna n'était pas convaincue. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la nuit, alors que le village était plongé dans le sommeil, Baba Yaya se promenait dans les ruelles, son bâton à la main. Il semblait chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Les bruits nocturnes habituels du village avaient disparu, remplacés par un silence inquiétant. Le lendemain matin, le chef du village rassembla tous les villageois. Il annonça que Baba Yaya resterait avec eux pendant quelque temps pour les protéger des mauvais esprits. Les villageois accueillirent de cette nouvelle avec soulagement, espérant que Baba Yaya pourrait mettre fin aux disparitions mystérieuses qui avaient récemment frappé le village. Cependant, pendant que le chef parlait, Baba Yaya ne cessait de fixer Mouna. Mouna, mal à l'aise sous son regard intense, baissa les yeux. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Moussa, le jeune garçon qui avait disparu sans laisser de traces. Elle se demandait si Baba Yaya soupçonnait quelque chose. Et si c'était le cas, que savait-il exactement? La présence de Baba Yaya dans le village allait changer beaucoup de choses. Seul le temps dirait si ces changements seraient pour le meilleur ou pour le pire.